Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission SalesV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juan, qui est le fondateur de SalesRise. Comment vas-tu? Salut, salut Abdellah, super content d'être là, je vais très très bien. Et toi? Merci beaucoup. Je vais très très bien aussi. Il fait beau, donc À on peut que fond, sourire. Et donc à fond. aujourd'hui, on va parler ensemble de qualification. Ouais. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un peu ton parcours et nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a poussé à créer SalesRise? Ouais, d'office, avec grand plaisir. Écoute, Jean Schmitz. Alors, je suis ni allemand ni espagnol. Je suis belge, voilà. Mais c'est un bon icebreaker. Parce que quand t'as un prénom espagnol, nom de famille allemand, du coup, ça passe. Et donc ça, c'est plutôt cool. En gros, moi, ça fait 15 ans que je suis dans la vente. Et j'ai toujours bossé pratiquement dans les startups dans le passé, dans des startups qui sont devenues des scale-up, qui sont été vendus ou qui sont devenus des mastodons, du genre chez Odoo. J'ai bossé chez Gymlib, qui est une société française qui était supportée par le groupe Sodexo. Bref, et qui a révolutionné la manière dont on consomme les chèques sport et culture, tu vois, les chèques repas, mais plutôt orienté plus cool. Donc, tu peux faire du sport où tu veux et des activités de bien-être où tu veux. Donc, j'ai bossé chez Influence également, que j'ai aidé qui est maintenant en train d'être racheté par le groupe Rossel. Systemat qui a été racheté. Donc voilà, en fait, j'ai eu la chance d'être sales ou VP sales, donc directeur des ventes, dans à chaque fois les boîtes qui ont scalé et qui ont été soit vendus, soit été sont devenus des mastodons. Et puis ouais, effectivement, maintenant ça fait une grosse année que j'ai lancé SalesRise, qui est une boîte de conseil, mais qui est spécialisée dans le B2B en vente, donc conseil en vente pour des sociétés dans le B2B. 90% des clients sont plutôt dans la tech et donc en fait on les aide sur trois aspects. On les aide, c'est quelque part, c'est un peu comme je dirais, tu vois, je dirais, c'est comme en fait les fondations de ta maison. Donc, on va les aider sur la stratégie commerciale. Donc, ça c'est le premier aspect. Vraiment faire en sorte que toutes tes fondations soient bien là. On va les aider également sur la partie plutôt coaching des sales, des commerciaux. Faire en sorte que tu as une équipe qui puisse monter en compétences. Et puis, on va les aider également à structurer après leur département commercial de façon à avoir une certaine, ce qu'on appelle la scalabilité dans les startups. C'est un peu des mots barbares, mais donc avoir une croissance qui est prévisible. Voilà. En gros, c'est ça. On les aide à scaler leur business. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question que je vais avoir pour toi aujourd'hui, avant de rentrer dans plus de détails, qu'est-ce que la qualification et pourquoi est-ce Ouais. important? Mais donc, d'abord, il faut peut-être remettre les choses en contexte. La qualification, si je peux le définir en deux mots, c'est très simple, c'est de voir dans quelle mesure, en fait, il y a une possibilité, il y a un match de collaborer entre deux entreprises, ok, ou même deux individus, si on est en B2C, plutôt on va prendre des entreprises ici. Et donc, c'est quelque chose qui se définit et c'est donc une science, ok. Je pars du principe que la vente Ouais. est un transfert d'émotions, mais avant toute chose, une science humaine où on va voir dans quelle mesure on peut aider son prochain à arriver à un prochain objectif, ok. Je sais pas si c'est, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, pour cela, il faut définir différentes conditions pour se dire, tiens, est-ce que je peux aider telle entreprise ou telle personne à atteindre le next level, un autre objectif, en adoptant ma solution ou mon produit. Ok. Et donc la qualification permet en fait de rendre tangible, d'objectiver les choses, de se dire ok voilà, il y a un match. Je pense qu'il y a un match. Est-ce que c'est le cas? On peut le demander après à son prospect, bien entendu, c'est super important. Et s'il y a un match, ben, du coup, on va avancer. Voilà. Donc ça, c'est pour moi la qualification. Après, ta deuxième question, c'était du coup, quelles sont les techniques de qualification? C'est ça? Voilà, c'est ça. En gros, pour rentrer un peu plus peut-être dans le détail, c'est voilà, on a plusieurs deals. Des fois, les commerciaux peuvent avoir plusieurs deals Ouais. dans le CRM. Quelles sont les différentes méthodes ou les différentes techniques qui vont permettre de qualifier un deal donc dans le CRM? Ouais. Donc du coup, comme je disais, ouais, voilà, c'est ça. La première chose, c'est effectivement, c'est de se dire, ok, comment je vais qualifier un deal? Eh ben, en fait, pour ça, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées.
Et l'idée, c'est qu'une entreprise utilise tous la même technique parce que sinon, en fait, on parle pas le même vocabulaire, tu vois. Donc ça, c'est super important parce que sinon, tu te retrouves en fait avec des deals où tu dis ah j'ai un espoir, hein, on connaît tous un peu ça, ce syndrome, et au final, ben en fait, il n'y a pas d'opportunité. Donc moi, je vais commencer par définir c'est quoi une opportunité, enfin c'est quoi une réelle opportunité. À partir de quel moment il y a vraiment en fait on doit, entre guillemets, se dire, OK, là, il y a des green lights, on doit faire offre. Premièrement, il faut qu'il y ait un besoin, tout simplement, auquel notre produit ou notre solution réponde. Deuxième chose, il faut que on parle avec des personnes qui ont l'autorité ou qui ont l'influence dans le compte. OK. Troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un budget qui soit alloué, ou on ait trouvé un budget dans l'entreprise dans laquelle on discute pour pouvoir avancer sur le projet-là. Voilà. Et la quatrième chose, c'est également, il faut qu'on ait défini un timing dans lequel on va avancer. Pourquoi je sais pas, je vais lancer une solution en septembre et dans quelle mesure en fait ça rentre dans un rétro-planning. Voilà. Et puis après, évidemment, il faut avoir, avec les bons interlocuteurs et avoir le next step. Okay. Donc, si on prend les techniques classiques qui existent sur le marché, il y a le BANT. Le BAN, c'est un acronyme anglais qui détermine en fait ce qui est OK, c'est B, c'est budget, donc quel est le budget qui est alloué pour ce projet-là. Est-ce qu'il y en a un? Oui. Comment est-ce qu'il se négocie, etc. A, le A dans le BAN, c'est l'autorité. Donc comment on se prend la décision? Par qui sont mes champions pour revenir plus tard? Qui sont les economic buyers, c'est-à-dire les décisionnaires? Comment est-ce que je les atteins, etc. Comment est-ce que je fais un account mapping, c'est-à-dire un organigramme de l'entreprise? Ensuite, le N, c'est le besoin. On vient d'en parler. Quel est le besoin? En quoi est-ce que j'y réponds? Et quelles sont les conséquences s'il n'est pas rempli? Et puis le T, c'est le timing, donc à quel moment et pourquoi. Ça, c'est une des techniques qui est fortement utilisée, que je recommande, surtout si tu es dans une startup, je veux dire, qui fait jusqu'à 1 million de revenus récurrents avec des paniers moyens qui sont, on va dire, pour dire des chiffres, tu vois, entre 5 000 et 10, 15, même 20 000 euros de revenus mensuels. Et il y en a une autre que je recommande aussi également, il y en a plein, hein, mais voilà, qui sont très communément utilisés, c'est le MEDIC, qui est un peu plus complexe, je ne vais pas revenir sur tous les acronymes du MEDIC, mais le MEDIC va à un niveau un peu plus loin que le BANT, dans le sens où tu es obligé d'analyser également quelle est la concurrence sur ce deal-là, quels sont également qui est mon champion, donc la personne qui va t'aider à vendre le deal, qui est l'économic buyer. Donc voilà, ça va un petit peu plus loin et c'est plus adéquat pour des plus gros deals, genre un deal qui fait 25, 30, 35, 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Par exemple, tu vas traiter avec la SNCB ou je sais pas, avec Colruyt, avec Carrefour, ce que tu veux, des grosses boîtes comme ça. Ça peut être vachement approprié. Et c'est des choses, c'est des genres de techniques de qualification qu'on va trouver souvent, genre dans des boîtes, pour pas les nommer, comme Salesforce, comme HubSpot, des trucs comme ça. Quoi. Et parmi tous ces critères que tu nous as donnés, est-ce que parmi eux, il y a vraiment des critères vraiment clés qui me permettent de dire aujourd'hui, moi, en tant que commercial, quand je vois le deal dans le CRM, je dis voilà, ça, c'est un deal de qualité. Déjà, que tu aies pu remplir tous ces éléments-là, tu vois. Si on prend déjà le Bent, est-ce que tu peux répondre à toutes ces questions-là avec assertivité? Ça, c'est la première chose. Et donc, il y a un truc pour ça, c'est de forcer quelque part les commerciaux à remplir ces éléments-là dans ton CRM. Tu peux le faire sur Salesforce, tu peux le faire sur HubSpot, tu peux le faire sur Odoo, enfin, tu peux le faire dans tous les CRM avant de passer, en fait, à une offre et donc à l'étape suivante. Donc, de définir des critères qui sont obligatoirement, qui doivent être obligatoirement remplis. Deuxième chose, de dire ok, il y a une vraie opportunité et il y a un deal entre guillemets de qualité, c'est de se dire, c'est de regarder avec des trackers, avec tu connais ça bien avec les outils un peu de la tech qui existent aujourd'hui, regarder quel est le taux d'ouverture par exemple de tes emails, tu vois, le nombre de regarder toute l'activité que tu as fait, nombre de calls, nombre d'emails, etc., nombre de fois qu'ils ont cliqué sur un email, nombre, en fait, télécharger par exemple une brochure, et donc en fait d'établir un scoring, et ça peut être fait aussi avec le marketing, en fonction quelque part du deal ou de la personne qui est dans le deal, tu vois. Donc ça, c'est des méthodes objectives qui permettent de dire, ok, voilà, effectivement, ce deal est qualitatif, c'est hot, ou à l'inverse,
il me répond pas pendant 3 mois, ok, c'est clair, c'est red flag, quoi, tu vois. Donc en fait, en résumé, c'est objectiver le deal, l'opportunité, et puis aussi de définir, donc du coup, par conséquent, des critères qui disent que, bah, voilà, par exemple, si j'ai pas d'action sur le deal pendant 30 jours ou 45 jours, il faut que je refasse une action, ça pue, je suis pas en contrôle, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, il faut que je refasse une action qui apporte de la valeur ajoutée pour mon client, pour mon prospect, et qui me permette en fait d'avancer dans ces étapes-là. C'est comme un marathon. Tu dois savoir à chaque étape où tu en es et quelle est l'étape supérieure que tu dois faire pour avancer. Sinon, c'est mort. Et est-ce que tu aurais une anecdote, peut-être, ou un cas pratique avec tant de clients là que tu es en train d'accompagner sur cette Ouais. question-là, ou le non-respect justement de toutes ces techniques de qualification sur un deal a mené en fait à une perte de temps, une perte de ressources qui est considérable pour la boîte. Ouais, le non-respect, tu dis, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, cas très classique que je vois encore souvent, c'est du genre, tu vois, le prospect qui demande à son au sales, bah, envoyez-moi une offre. Ça peut être intéressant, tu vois le truc. Et le sales, qu'est-ce qu'il fait? le, le truc grand comme l'opportunité, la fake opportunité qui est grand comme une fenêtre. Ah bah, il envoie une offre par email de surcroît. Ouais. Et donc ça, il faut jamais faire. Parce que, bah, tu vois, mais c'est un exemple parmi d'autres. Pourquoi est-ce qu'il faut jamais le faire? Parce que, tu vois, euh, la, la, la raison sous-jacente, la raison qui explique que le prospect demande d'envoyer une offre, c'est pour t'envoyer paître. Il va prendre ton offre pour la comparer avec d'autres et puis tu n'auras plus de nouvelles. T'as déjà envoyé, à partir du moment où t'as envoyé ton offre, en fait, t'as tout envoyé. T'as plus rien à faire. T'as plus rien à donner. Et donc, il y a plus Ouais. de, quelque part, en fait, t'as plus de désir, en fait, par le prospect. T'es à poil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le prospect a plus envie, entre guillemets. Ou alors, c'est next step, c'est dire, OK, voilà, on avance, on lance le kick-off, etc., tu vois. Donc ça, c'est un exemple très, très pratique parce que là, le sales, de manière hyper impulsive, se dit, ah, OK, génial, je vais aller closer un deal, je suis super content, vite, 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 je vais envoyer mon offre, alors qu'il aurait mieux fait d'appeler, de savoir pourquoi, de quoi est-ce qu'il a besoin, en quoi est-ce que c'est intéressant, et aussi, surtout, de prendre le temps de présenter son offre, tu vois. Et ça, c'est un red flag très, très objectif et tangible. Si le client n'est pas prêt à prendre 20 minutes, une demi-heure de son temps pour présenter son offre en direct, ben, c'est que ça pue, quoi, hein. À part si c'est dans le public, mais ça, c'est encore autre chose. Mais dans le privé, en tout cas, ça sent mauvais, hein. Ouais. Et des fois, les équipes commerciales, elles peuvent être mises sous pression par la direction, par les objectifs qu'ils doivent atteindre durant le mois ou durant le trimestre. Ouais. Ils ont des deals qui sont encore là. Et des fois, il y a certains commerciaux, peut-être il y a le biais psychologique qu'on a mis des efforts sur un deal, on n'a pas envie de lâcher, on garde espoir. Euh, comment est-ce que toi, quand tu accompagnes ce genre de cas, tu viens débloquer, en fait, c'est plus un biais psychologique qu'on se tient au deal en se disant oui, d'accord, il y a peut-être moyen que, parce qu'on voit qu'il y a des objectifs qui arrivent, on se dit autant s'attacher à cela. Si ça passe, ben, j'ai mes objectifs, mais comment, voilà, est-ce que peut-être tu as un conseil pour gérer cette pression-là par rapport à la qualification des deals qu'on peut avoir sur le CRM? Ouais, tu veux dire la pression de ta question, elle consiste à savoir dans quelle mesure tu peux gérer la pression qu'on te met sans te faire des fausses illusions, Voilà, c'est c'est ça ta ça. question. Ok, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, Après, on prend l'exemple de l'ascenseur avec l'escalier. J'attends ouais. l'ascenseur pendant 5-10 minutes. Il y a l'escalier à côté. Je veux quand même pas prendre l'escalier parce que j'ai quand même attendu 10 minutes pour l'ascenseur. Mais si je reste ici, ben, je sais pas ce que je vais être au-dessus. En fait, voilà, c'est un biais psychologique qui est assez intéressant. Et j'aimerais avoir un peu ton avis par rapport à ça quand Ouais. on se retrouve face à ce genre de situation. Ouais, 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 je prends pas les escaliers parce que j'ai la flemme en fait. Voilà, c'est C'est ça la vraie raison. Non, je plaisante. Écoute, mais ça c'est pas évident à gérer et moi mon conseil c'est effectivement dans un premier temps de prendre du recul, d'être objectif avec soi-même
Et du coup, en fait, de parfois demander justement du conseil extérieur. Quand je dis extérieur, c'est ben, de son manager ou quelqu'un d'autre, tu vois, même dans l'équipe, hein, tu vois, un body qui peut dire, écoute, reprenons le deal ici, reprenons les éléments, tu vois, tangibles, par exemple, du bench, où est-ce qu'on en est, et soyons objectifs avec soi-même, tu vois, soyons durs et voilà. Le challenge que moi je vois parce que je l'ai connu évidemment dans ce genre de cas, c'est que les faux deals, d'abord, faut les identifier. Différentes manières, ça, mais ça, on en a déjà un peu parlé, mais quand comment dirais-je, quand tu te convaincs toi-même qu'il y a une opportunité, et que t'es focus dessus, eh ben, ça te prend un espace mental, en fait, très important, ok? Et la seule manière d'enlever ça de ta tête, c'est d'avoir une réponse. Tu peux pas te dire, c'est peut-être. Non, c'est oui ou non, mais pas des peut-être. Il y a un truc que je peux donner pour faire ça et que je trouve qui marche moi très bien, parce qu'à un moment donné, tu vois, ça peut arriver, on l'a vu tous. T'appelles, t'as pas de réponse, ça te fait chier. Tu te dis bon, ok, au pire c'est non, mais au moins j'ai la réponse, tu vois ce que je veux dire, et je passe à autre chose. Eh ben, tu vois, t'envoies un mail et tu écris à ton prospect. J'ai cru comprendre que vous avez abandonné ce projet. Tu vois, c'est un peu le last chance email, quoi. Et les gens n'aiment pas abandonner des projets-là. Tu vois, j'ai cru comprendre que vous avez abandonné votre projet. Du coup, je vais me permettre de passer à autre chose si j'ai pas de réponse dans les 5 jours. Et il faut le faire, quoi. C'est comme avec les discounts qui sont limités dans le temps. Quand tu dis un discount qui est limité dans le temps, tu t'y tiens, parce que sinon, évidemment, tu ne te fais pas respecter, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est un truc qui te permet vraiment de te dire, OK, je me débarrasse de ce côté émotionnel, ça se mental. Je sens que là, je suis vraiment pas sûr de mon coup. Je me fais d'abord accompagner par quelqu'un d'externe. Et puis après, voilà, j'avance dans ce genre de truc-là. Et donc, je lâche prise, quoi, tu vois. C'est pas évident, hein, mais je pense il faut le faire et ça permet d'être honnête avec soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tu as des outils qui peuvent aider dans ce travail de qualification? Dans le travail de qualification, moi, je vais pas faire de pub parce que en plus t'en connais certains. Mais je trouve non, mais je trouve qu'aujourd'hui il y a plein d'outils qui sont super bien. Alors tu vois, si on prend vraiment toute la chaîne de A à Z, bah t'as la prospection. Je pense qu'un outil indispensable c'est LinkedIn Sales Nav. Après tu peux travailler avec pour la. Donc là c'est vraiment c'est presque la préqualification. Hein. C'est presque c'est déjà c'est même le travail du SDR, mais tu as des boîtes qui sans doute nous écoutent où en fait le sales fait les deux. Et donc, du coup, tu vas avoir LinkedIn Sales Nav. Et puis après, je pense qu'un outil qui est pas mal, c'est Evaboot ou bien Phantom Buster pour extraire les données. Et puis après, de lancer des campagnes, tu vois, typiquement en outbound, sur Lemlist, sur Walaxy, sur Overloop, Cocorico belge. Voilà. Ouais. Et puis après, sinon, dans l'analyse vraiment des deals, hormis les CRM qu'on connaît tous classiques, du type Salesforce pour les plus grosses boîtes, mais sinon Odoo, HubSpot, Pipedrive, qui sont de très bons outils en termes de CRM. Je pense que l'analyse aujourd'hui des calls et l'analyse intelligente des calls, c'est quand même un hot topic. Et donc là, oui, on parle de Lexi que tu connais bien sûr, qui est basé ici en Belgique. Et sinon, ben, Gong qui sont aux States, Mojo en France. Ça, c'est des outils qui sont vachement utiles, je trouve, dans l'analyse et l'intelligence conversationnelle, et qui peuvent aussi permettre d'objectiver quelque part la qualité des conversations. Une petite dernière question ici sur cette première partie. Quel conseil tu pourrais donner à tous les sales qui nous écoutent aujourd'hui euh, pour améliorer leurs compétences en matière de qualification? Si je dois donner un conseil ou Ouais. plusieurs? Ou tu peux en donner plusieurs, Ouais. si tu en as plusieurs. Euh, je pense que hormis la connaissance de ton produit et donc du coup de montrer de l'expertise, ce que toi tu peux travailler, là je m'adresse vraiment s'il y a un sales en face de moi, c'est la pertinence des questions que tu vas poser. Ok?
Et donc là, tu peux utiliser des techniques comme genre le spin selling. Et donc, quand je dis des questions pertinentes, c'est des questions qui sont positives, qui sont orientées vers le futur, qui challenge le client dans son statu quo, et qui sont également orientées vers ton produit, tu vois. Donc ça, c'est le genre de questions qui sont, je trouve, intéressantes. Genre, aujourd'hui, vous travaillez comme ça, euh, très bien. Genre, je prends l'exemple d'une boîte qui cherche un CRM, voilà, pour faire très simple, et qui sont en Excel. Ok, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer idéalement dans les 3 mois qui viennent, tu vois, par rapport à la situation actuelle. Et là, tu vois directement, en fait, déjà, ça, je trouve que c'est une question assez pertinente. Tu vois directement dans quelle catégorie mettre le client. Soit il a un problème, il en a conscience, et du coup, tu peux faire des solution selling, ok. Donc là, c'est une vente assez simple, entre guillemets. J'ai un problème, j'en ai conscience, et donc je cherche des solutions. Soit, j'ai pas de, je me dis, il y a peut-être des choses que je peux améliorer, mais j'en ai pas conscience, tu vois. Et donc là, c'est du provocative selling. Bon, c'est un chapitre à part entière. Mais donc là, c'est à toi, quelque part, de poser des questions, de te dire, voilà, mais attends, tu travailles en Excel, mais tu te rends compte que, imagine que tu pourrais gagner autant de temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends Ouais. compte que tu fais des tâches qui sont redondantes et qui te font perdre autant de temps, potentiellement. Enfin, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Et si tu avais une solution qui te permettrait de faire ça, combien de temps ça te ferait gagner, tu vois? Et donc, du coup, tu poses des questions de ce genre-là. Donc, les questions du genre, je sais pas moi, combien de succursales est-ce que vous avez, ou bien qui prend la décision. Donc, c'est deux petites questions complètement à bannir. Je m'explique. Le combien de succursales est-ce que vous avez, je vois dans l'absolu, c'est des trucs que tu peux trouver sur LinkedIn, etc. Donc, du coup, ça montre que tu n'as pas fait ta recherche au préalable. Et des questions du genre qui prend la décision, c'est alors je dis pas que les questions fermées sont des mauvaises questions, les questions fermées sont des bonnes questions quand tu arrives à la fin d'un entretien, mais par contre qui prend la décision est une très mauvaise question parce qu'en fait si le mec a un peu d'ego, il va dire que c'est moi qui prends la décision alors qu'en fait c'est pas vrai du tout, tu Ouais. vois. Donc je t'ai donné des exemples de je trouve de deux trois bonnes questions et puis aussi des mauvaises questions, des questions à ne pas poser parce qu'aujourd'hui quand tu le sais mieux que moi quand tu es en rendez-vous avec un client, quand c'est pour peu que ce soit des deals un peu complexes, tu peux pas te louper, les gens ont pas de temps à perdre, tu dois être pertinent, tu dois savoir ce que toi tu parles et tu vas poser des bonnes questions et puis savoir où tu vas quoi. Sinon t'es mort. Effectivement. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On va passer à la deuxième partie de l'émission où je vais te poser Ouais. des petites questions. Donc la première, on va commencer directement par la première. Donc quel est le meilleur conseil en sales que tu aies donné? Il y en a plusieurs. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est d'être curieux. Moi, c'était vraiment même avant de commencer ma carrière en sales, quand j'avais consulté différentes personnes qui bossaient dans les boîtes, dire ok, sois curieux, pose des questions, intéresse-toi. Bah c'est tellement vrai en fait. Ça peut pas paraître banal, mais c'est tellement vrai. Et en fait, c'est comme ça, tu vois, par exemple, dans l'exemple de networking, etc., dans des événements, pardon, de networking, c'est comme ça que tu crées la confiance. Tu viens chez quelqu'un, tu t'intéresses à la personne de manière aussi authentique. À ce moment-là, tu vas créer la confiance. Donc, je pense que ça, c'est vraiment lié à beaucoup de choses. Tu crées la confiance, et la confiance, c'est la base de la vente, évidemment. Donc, ouais, je pense que c'est l'un que je retiens, c'est ça. L'outil indispensable pour un sales. Ça dépend dans quel secteur t'es. Mais LinkedIn, faut ne pas être original, mais si c'est du B2C, je vais dire non, tu vois. Donc, ton téléphone, ton meilleur ami. Est-ce que est-ce que c'est pour toi c'est inné ou c'est pour tout le monde? Euh, je pense pas que malheureusement je vais décevoir des gens et je peux ne pas être d'accord, tant pis, mais je pense certainement pas que c'est pour tout le monde. Je Ouais, pense que tu dois avoir des caractéristiques des caractéristiques de caractère, comme par exemple la résilience, être curieux, simplement aimer les gens en fait. ouais. C'est bête, mais voilà, un développeur type, je me trompe peut-être, hein, euh, ne sera peut-être jamais, sans doute jamais un bon sales qui n'aime pas être avec des gens.
fondamentalement. C'est un solitaire, quoi, tu vois. Alors, je dis pas que les introvertis sont des mauvais sales, hein, j'ai pas dit ça. Mais voilà, moi, si tu me demandes d'être développeur, je pète une case, quoi, tu vois. Ah, Voilà. Non, voilà, ou peut-être que je serais, si on me drill toute la journée et que je fais que ça, eh ben, peut-être après 90 jours, je serais pas trop mauvais, mais je pense qu'après 90 jours, je suis un burn-out, quoi, ouais. littéralement. Donc, il y a quand même des caractéristiques, tu vois, aussi, après, des choses qui peuvent s'apprendre, mais aussi, est-ce que tu aimes écouter aussi, ce qui est pas toujours évident. Aimer les gens, s'intéresser, poser des questions, transférer de l'émotion, être capable de transférer l'émotion, mais en même temps être capable d'écouter. Donc voilà, avoir l'empathie, mais pas trop non plus. Sinon, t'es pas vraiment sales, mais t'es plutôt customer care. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est pas pour tout le monde. Franchement, et là, désolé, je suis déceptif, mais c'est comme ça. Il y a des red flags. Par contre, si t'as des bases, ça peut se développer, ouais, ça c'est clair. Ta plus grosse erreur en sales? Ma plus grosse erreur, je pense, et comme beaucoup de sales, je pense, c'est d'avoir vendu, surpromis. J'ai eu un deal comme ça que voilà, j'ai survendu. C'était à l'époque quand j'étais chez Odoo je m'en souviens toujours. Voilà, la réaction, c'était comme un boomerang du client. Tu vois, après, je m'en suis voulu quoi. Voilà, tu vois, j'étais là. Bah ouais, bah en fait, ce que j'ai vendu, j'ai quand même un peu exagéré. Non, mais c'est vrai, voilà. Et puis. Et je pense qu'en tant qu'humain, tu vois, y a rien de pire que de décevoir quelque part ton client quand tu sais que tu aurais potentiellement pu faire les choses différemment. C'est différent, ouais. Tu vois, donc Euh, tu déçois en fait, c'est décevoir une personne qui fait mal quand tu l'apprécies. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ce que tu détestes le plus en sales? il y a peu de choses que j'aime pas, sincèrement. Non, mais ce que j'aime pas globalement, c'est la routine. Tu vois, La routine. c'est pas qu'en sales, c'est vraiment globalement. Donc, si tu me demandes demain de faire que du cold calling, euh, tu vois, je pense que je vais être très bon au début et puis qu'à un moment donné, ça va me saouler. Je vais leur faire autre chose. Mais par contre, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Mais il n'y a pas un truc où je me dis en sales, c'est quand même ma passion, où je me dis merde quoi. Ça, j'aime vraiment pas. Je pense même du porte-à-porte. Tu me demanderais demain de faire du porte-à-porte et j'ai pas le choix. J'y prendrais probablement pas mal de plaisir au début. Puis à un moment donné, ça me saoulerait. Euh, un livre, un podcast ou une vidéo qui a changé ta vision de la vente? Ouais, alors en tout cas un livre que je recommande vivement, il y en a plein, mais un qui m'a assez bien marqué, c'est le Sales Acceleration Formula, donc de l'ex VP Sales de HubSpot, Mark Roberger. Et donc dans ce livre, ils expliquent en deux mots comment le gars a scalé ses équipes. Et donc HubSpot, ils ont quand même une croissance qui a été phénoménale. Et comment ils ont utilisé la technologie, les données, les data pour passer de quelques centaines de milliers, 100 000, 100 K de ARR, de revenus annuels récurrents, à 100 millions de revenus annuels récurrents en quelques années. Donc c'est quand même pas mal. Et donc il y a quand même pas mal il y a quand même des choses vachement intéressantes à en tirer, même si c'est pas applicable dans tous les stades évidemment, dans tous les stades de développement de sa boîte. Ça c'est un des livres que je recommande. Il y en a plein d'autres, mais ça c'est vraiment pas mal. Et trois personnes que je dois absolument inviter sur l'émission. En Belgique ou en France? En Belgique. En Belgique. Donc il doit parler français obligatoirement, ou bien pas. Ah oui, l'émission est en France. Ah ouais, ok, d'accord. Ça, c'est compliqué. Ça dépend. Tu cherches un head of sales ou bien tu cherches un CEO ou N'importe, franchement, ici, ah ouais. Ok. les sujets sont centrés sur le sales, donc que ce soit un CEO Ouais. ou un head of Alors, sales. alors, bah non, comme qui me vient à l'esprit directement, comme j'ai travaillé là-bas, tu pourrais contacter ou essayer de contacter Fabien Pincars.
Si pas, celui qui s'occupe qui est directeur commercial, c'est Sébastien Breuer, Bruyr. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant de discuter avec lui. Voilà, on est encore en contact, donc pas de problème, tu peux contacter de ma part. Deux autres personnes avec qui je pense que tu devrais parler. Je réfléchis. Ouais, je pense que tu peux parler. Alors tu le connais aussi, tu le connais parce qu'il est venu chez Startup Vie, mais qui est intéressant. Il y a un ancien collègue également, c'est Manuel Martin. Alors contrairement Manuel à Martin, la ouais. consonance, il est espagnol. Mais donc, Ouais. ouais, il était directeur commercial pour la France chez Gymlib. Et Gymlib maintenant a été Ouais. racheté par un groupe allemand, donc c'est intéressant. Comment tu crées les équipes, comment tu travailles avec les SDR, comment tu travailles avec le customer success, etc. Et alors une troisième personne, oui, quelqu'un qui est très très bien, je trouve, qui a été mon directeur commercial, enfin directeur général chez Systemads, c'est Guy Van Caneghem, et qui est très inspirant. Euh, ouais, vachement intéressant. C'est un sales pur sang à la base. Il a ça dans le sang, quoi, c'est clair. Euh, Merci beaucoup. Peut-être juste Je une t'en petite prie. dernière question pour ceux qui, voilà, qui ont vu l'épisode et qui veulent te contacter. Où est-ce qu'on peut te trouver? Bon, le plus simple, c'est sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus réactif. Sinon, ils peuvent me contacter sur site internet www.salesrise.eu. Ah voilà. Mais LinkedIn, franchement, je, je crois que je le répondrai dans l'heure si leur Ouais. demande est pertinente. Bah, ça va. Bah, je mettrai ton profil LinkedIn, donc enfin, le lien du profil LinkedIn en description. À fond, Donc, en tout cas, Juan, donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tes conseils. à fond. Et on se dit à très bientôt. Salut Merci beaucoup. Abdella, bonne journée, ciao, ciao. Allez. Salut.